Hi everyone and welcome. My name Bonjour à is tous Deezen et bienvenue. and I have the great pleasure today Je m'appelle to Glenn welcome Deezen et j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Theodore Postol dans l'émission, qui est un professeur renommé du MIT et qui a également travaillé pour le Pentagone en tant qu'expert en systèmes d'armes nucléaires, défense antimissile balistique, guerre sous-marine et autres domaines connexes, qui deviendront encore plus importants dans un avenir pas si lointain. Et je suppose qu'il est également approprié d'ajouter que vous avez été très critique des développements dans ces domaines au cours des dernières années. Je voulais donc vraiment vous parler aujourd'hui de l'escalade nucléaire et de la direction générale que prend le monde. J'ai remarqué que pendant la guerre en Ukraine, il y a eu d'innombrables appels de divers dirigeants occidentaux pour que nous soyons moins craintifs face à l'escalade. Western leaders that we should be less fearful of escalation. I thought it would be wiser to be more worried. Je pensais qu'il serait plus sage d'être plus inquiet. Quoi qu'il en soit, vous avez une présentation que vous préparez à donner dans le monde entier sur l'escalade rapide des armes nucléaires lors de l'exercice Able Archer de 1983. Je pense que cet événement historique est un cas très important en termes de ce qui pourrait se passer, vous savez, non seulement dans les prochaines décennies, mais dans les prochaines années, voire mois. Donc je pense que c'est une histoire très, très importante que, malheureusement, pas assez de gens connaissent. Donc oui, professeur Postol, je suis vraiment ravi de pouvoir parler avec vous aujourd'hui et d'obtenir quelques aperçus de votre présentation avant que vous ne commenciez à la présenter dans le monde entier. You start to present around the world. Well, thank you very much for the opportunity to present it here. I should say. Eh bien, merci beaucoup pour l'opportunité de le présenter ici. En raison de la complexité de ce sujet, j'ai de nombreuses diapositives dans ce briefing que je ne montrerai pas, car il y a évidemment un problème pratique pour moi et votre public. Mais ce que je peux faire pour ceux qui sont intéressés, c'est envoyer par email un PDF du fichier à vos lecteurs ou votre public intéressé. Tout ce que vous avez à faire est de m'envoyer un email. Mon adresse est postol@mit.edu. La seule erreur que vous pouvez faire est d'épeler mon nom POSTAL au lieu de OL. Donc c'est POSTOL à MIT.edu. Maintenant, parce que j'ai été inondé de demandes par le passé, ce que je suis heureux de traiter, veuillez mettre dans votre titre simplement Briefing Able Archer. Je n'ai que peu de temps pour trier les choses, mais si j'ai cette information, il est simple pour moi de répondre avec le briefing. Assurez-vous donc de rendre facile pour moi et pour vous d'identifier votre demande dans tous les cas. Ce que je vais faire aujourd'hui, en espérant que Glenn m'interrompe, c'est de vous présenter quelques réflexions qui se forment encore dans mon esprit sur Able Archer et sa pertinence pour la situation actuelle. Et c'est très pertinent. Permettez-moi d'expliquer ce qu'est Able Archer. Able Archer était un exercice qui a eu lieu en 1983. La façon dont ces exercices sont réalisés est que vous avez une équipe rouge et une équipe bleue. L'équipe bleue représente les Américains ou l'Alliance occidentale. L'équipe rouge, dans ce cas, était l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique existait à cette époque, ainsi que le pacte de Varsovie. Il y a un groupe intermédiaire qui agit comme arbitre pendant ces exercices sur table. Par exemple, si vous êtes le secrétaire à la défense américain, qui a effectivement participé, Caspar Weinberger, alors secrétaire à la défense, a participé à cet exercice, ainsi que le président des chefs d'état-major interarmés de l'époque, John Vesey. Donc, il s'agissait de véritables participants au sommet du gouvernement américain impliqués. Et bien sûr, ils savaient que c'était un exercice. Mais ils savaient aussi que c'était un exercice sérieux. Ils étaient impliqués dans la prise de décision, ce qui a ensuite conduit à l'évolution du jeu. Je vais vous montrer en termes très brefs comment le jeu s'est déroulé. La leçon importante de la manière dont le jeu s'est déroulé est que pendant l'escalade, les deux parties étaient face à face, pour ainsi dire, dans une confrontation militaire qui était initialement conventionnelle.
Ensuite, il a été décidé par les Alliés, l'Alliance occidentale, d'utiliser un petit nombre d'armes nucléaires pour montrer aux forces soviétiques en progression que l'Occident avait l'intention de les arrêter. La situation postulée était que les forces soviétiques étaient en avance conventionnelle sur l'Europe occidentale et qu'elles faisaient des progrès très significatifs. Ils étaient déjà dans la région de Hambourg lorsque les États-Unis ont d'abord décidé d'utiliser l'artillerie nucléaire pour faire arrêter les Russes, pour faire arrêter les Soviétiques. Donc, c'est un scénario, c'est inventé. Mon propre avis, pour être honnête, est que l'Union soviétique n'aurait jamais fait cela. Ce n'aurait pas été le genre d'attaque soviétique qui était postulé. Les Soviétiques n'étaient pas aussi capables qu'on le supposait à l'époque. Mais c'était le scénario qui a été inventé. Et il est important de garder cela à l'esprit, non pas parce qu'il n'est pas plausible qu'il y ait une telle escalade, mais il est important de garder à l'esprit que les Russes aujourd'hui n'ont pas le genre de menace pour l'Europe occidentale, qui était postulée à une époque où ils n'avaient pas non plus ce genre de menace pour l'Europe occidentale. En ce moment, nous voyons des personnes qui devraient être responsables dans des rôles de leadership politique parler de la possibilité que la prochaine étape de Poutine, après avoir d'une manière ou d'une autre pris l'Ukraine, ce qui n'a jamais été son intention, et l'histoire le montre, mais que d'une manière ou d'une autre, Poutine balayera ensuite l'Europe occidentale. C'est pourquoi l'Europe occidentale doit intensifier son engagement envers un renforcement militaire en préparation pour faire face à l'invasion russe, qui est imminente, prédite par ces personnes comme une possibilité. Il n'y a aucune raison de croire que les Russes sont capables de ce type d'invasion. Il n'y a aucune raison de croire qu'ils ont l'intention d'exécuter ce type d'invasion. Mais le point important est qu'ils n'ont pas les capacités pour le faire. Et s'ils devaient un jour commencer à développer ces capacités, nous le saurions. Et nous le saurions pendant des années. Il n'y a donc aucune raison de réagir à ces types de scénarios faux et fallacieux qui pourraient provoquer une réaction potentielle de la Russie. Nous pourrions avoir un cycle d'action-réaction si les gens sont imprudents, mais cela se déroulerait sur de nombreuses années, probablement au moins une décennie, et nous n'en avons pas besoin. Pour des raisons économiques, comme Glenn Diesen pourrait en discuter avec beaucoup plus de sagesse que moi, cela aurait un effet catastrophique sur la situation économique actuelle de l'Europe occidentale, qui est déjà mauvaise à cause de la guerre. Il y a donc beaucoup de problèmes entourant cette fausse menace d'une invasion russe qui apparaissent lorsque vous commencez à examiner la situation. Mais pour l'instant, prêtez paye-moi de me considérer la situation que sont un blancheur. L'inspiration, si vous voulez l'appeler ainsi, ou la réexamination d'Abel Archer est venue pour moi lorsque les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient, avec l'Allemagne, réintroduire des missiles de théâtre en Europe, en Allemagne, en 2026. À ma connaissance, il n'y a eu aucune déclaration indiquant que ces missiles seraient nucléaires. Mais permettez-moi d'assurer à votre public qu'il n'y a absolument aucun moyen que ces missiles ne soient pas nucléaires. C'est donc une ruse de la part des décideurs politiques en Allemagne et aux États-Unis pour ne pas informer le public européen que des missiles balistiques nucléaires et des missiles de croisière seront déployés si les plans ne sont pas modifiés en Allemagne à partir de 2026. Maintenant, pourquoi dis-je qu'ils doivent être des missiles nucléaires? La raison est que ces missiles n'ont absolument aucune capacité militaire conséquente s'ils ne sont pas nucléaires. Ils doivent être nucléaires. Comme vous le verrez sur certains des diagrammes que je vais vous montrer,
les armes nucléaires sont les seules armes suffisamment puissantes pour faire une différence militaire significative si vous envisagez de les introduire en Allemagne. Donc, elles doivent être nucléaires. Toute question sur le fait qu'elles ne soient pas nucléaires est manifestement évidente lorsque vous regardez les effets des armes nucléaires. Maintenant, un point important que je vais souligner dans cette discussion est les effets des armes nucléaires. Les effets des armes nucléaires sont énormes par rapport à tout ce que votre public pense comprendre. À moins que vous n'ayez travaillé avec des armes nucléaires, comme moi, et certaines personnes l'ont peut-être fait, mais presque tout le monde avec qui je traite, y compris des personnes, incidemment, des laboratoires américains d'armes nucléaires, qui construisent ces armes, lorsque je donne une conférence sur le sujet, ils sont stupéfaits. Build these weapons, and then when I give a talk on the subject, they're stunned. So it's a very interesting thing, studying the nuclear weapons effects. C'est donc une chose très intéressante. Étudier les effets des armes nucléaires est un sujet important et différent des armes nucléaires elles-mêmes. Mais il y a 3 effets des armes nucléaires qui les rendent extraordinairement létales. Chacun de ces effets serait extraordinairement létal, mais les 3 ensemble font de ces armes des tueurs essentiellement létaux pour les populations des zones urbaines si ces zones étaient attaquées avec des armes nucléaires. Et ces zones urbaines seraient absolument avec certitude attaquées parce qu'elles contiennent des centres de commandement, des installations industrielles, des zones de rassemblement, des sites de communication, des quais et d'autres installations, comme des nœuds ferroviaires. Il n'y a aucun moyen que ces centres ne soient pas attaqués. Nous pourrions les appeler, dans la terminologie utilisée dans la planification nucléaire, des sites industriels urbains. C'était juste un nom pour les villes. Il est important de comprendre. Je vais utiliser certains termes pour vous alerter, pour alerter votre public sur les façons dont ces choses sont décrites, qui induisent en erreur un non-expert. Je parle d'un non-expert comme d'une personne intelligente qui n'a simplement pas été initiée aux détails. Eh bien, l'effet le plus grave et le plus mortel d'une arme nucléaire, numéro 1, est le flash thermique, la lumière et la chaleur de la boule de feu nucléaire. Je vous montrerai ce qu'est une boule de feu plus tard dans la discussion, pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Mais ce flash thermique, cet éclair de lumière extraordinairement brillant, dans la zone cible, sera des milliers de fois plus brillant que le soleil à midi. Ce ne sera pas pour un court instant, mais quelque chose de 1000 fois plus brillant que le soleil à midi, un soleil de désert à midi, fera que les choses prendront feu. Ces incendies seront déclenchés essentiellement sur toute la zone cible, si c'est une ville. Imaginez donc un environnement où des incendies ont été déclenchés sur une vaste étendue, à des distances de peut-être 6, 7 ou 8 kilomètres, pour une ogive de près de 800 kilotonnes, ce qui se rapprocherait d'une ogive stratégique. Une portée de 4 ou 5 kilomètres pour une ogive de 100 kilotonnes, 2 ou 3 kilomètres pour une ogive de 10 kilotonnes. Et ce sont les portées approximatives des ogives qui seraient utilisées. Ainsi, une ogive nucléaire tactique pourrait déclencher des incendies si elle était utilisée dans un environnement urbain, c'est-à-dire sur une installation dans une ville urbaine, pourrait déclencher des incendies sur une portée de 2,5 km à 3 km. Donc, une portée de 2 km représenterait, vous savez, 12, 13 ou 14 km², tous en feu en un instant. Et je vais décrire ces incendies, car ils ont leur propre dynamique. Ce qui se passe, c'est que tout est en feu. C'est comme être dans une cheminée. C'est ainsi qu'il faut le concevoir. Vous êtes dans une cheminée. Et dans la cheminée, il y a des vents extrêmement forts soufflant, générés par le mouvement ascendant de l'air chaud
provenant de la région en combustion autour de vous. La température de l'air dans la ville dépassera le point d'ébullition de l'eau dans les rues, et les vents auront la force d'un ouragan. Personne ne survit à cela. C'est donc l'environnement le plus mortel créé immédiatement par une explosion nucléaire. L'environnement le plus mortel suivant est la retombée radioactive qui se produit dans l'installation cible immédiate et sous le vent. Mais, dans la zone cible immédiate, en 1 heure environ, des matériaux radioactifs tomberont au sol suite à la détonation nucléaire. Radioactive materials will fall to the ground from the nuclear detonation. And the activity created Et l'activité créée par une explosion nucléaire est des centaines ou des milliers de fois plus importante que l'activité qui a été libérée lors de l'accident de Tchernobyl en 1986. À ce moment-là, elle décroît très rapidement par rapport à la décroissance radioactive à Tchernobyl, parce que c'est un mélange différent de radioisotopes. Mais ce qui importe dans les premières heures, à dizaines d'heures après l'attaque, c'est que cette matière tombe directement dans la zone cible et sous le vent, à des dizaines de kilomètres sous le vent, dans certains cas, à des centaines de kilomètres sous le vent. Donc cette radioactivité est très létale et très conséquente pour les personnes qui se trouvent dans la zone cible. Ensuite, l'effet le moins létal, qui attire généralement l'attention de la plupart des gens, est l'onde de choc. Je vais décrire l'onde de choc, mais vous devez comprendre dès le début que l'onde de choc, qui est extraordinairement violente et à longue portée, est en réalité la moindre des menaces pour la survie qu'un individu assez malchanceux pour se trouver dans la zone cible aurait à affronter. Et bien sûr, les effets combinés de ces 3 éléments entraîneraient essentiellement la mort de tout le monde dans ces zones cibles. Il n'y aurait pas de survivants à proprement parler. Mais laissez-moi passer immédiatement à la question d'Abel Harker, parce que je veux vous donner une idée des conséquences physiques de cette expérience en 1983. C'est, en quelque sorte, une interprétation technique de ce qui se serait réellement produit si ce jeu de guerre s'était déroulé comme une véritable confrontation militaire en 1983. Maintenant, il est important de garder à l'esprit qu'il y a un facteur social et politique dans ma description ici. Le fait qui est extrêmement important, d'une certaine manière technique, mais aussi sociale, politique et militaire, est que ces armes nucléaires sont si destructrices. Et parce qu'elles sont si destructrices, d'un point de vue militaire, vous êtes contraint. Vous n'avez pas le choix. Je veux souligner cela. Cela ne signifie pas que vous êtes fou ou insensé. Je connais de nombreux soldats qui comprennent les effets des armes nucléaires et qui ne sont pas du tout fous. En fait, ils sont très réservés quant à l'utilisation des armes nucléaires, parce qu'ils comprennent ce que je vais vous décrire. Mais parce que ces armes sont si létales et si puissantes, en tant que planificateur militaire et décideur, vous n'avez d'autre choix que d'essayer, aussi rapidement que possible, de détruire les capacités de frappe nucléaire de l'ennemi. Vous n'avez pas le choix, car si vous attendez que l'ennemi vous frappe, il détruira vos installations de frappe avant que vous ne puissiez détruire les leurs. Vous avez donc ce problème, où des personnes informées, non insensées, parfaitement raisonnables et sensées, se retrouvent prises dans une confrontation qu'elles n'ont d'autre choix que d'escalader. C'est donc une conséquence sociale, politique et militaire d'un fait technique. Gardez cela à l'esprit. Voici donc une carte simple d'Abel Harker. Et, dans ce scénario particulier, les forces russes ou soviétiques avançaient. Elles avaient bien avancé en Allemagne de l'Ouest à ce stade. Et une décision a été prise qu'il fallait les arrêter. Et ce que l'Alliance occidentale allait faire, c'était d'utiliser un petit nombre d'armes nucléaires tactiques.
il s'agissait d'armes qui auraient été principalement livrées par l'artillerie nucléaire. Donc, si vous regardez en bas de cette carte vierge, vous verrez un cercle de couleur rose pâle qui indiquerait l'emplacement. Pour simplifier, nous supposerons que presque toutes les armes étaient dans la gamme de 10 à 15 kilotonnes, ce qui était le cas. Et cela aurait été des explosions nucléaires tactiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme vous le voyez, il y avait environ peut-être 11 ou plus d'armes d'artillerie nucléaire tactiques utilisées pour provoquer une pause dans l'avancée soviétique. Elles ont été utilisées principalement sur la ligne entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Notez que les armes sont tombées en Allemagne de l'Ouest parce que l'avancée soviétique postulée était déjà passée de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest. C'est le premier jour des attaques, très tôt dans l'attaque, 24 heures après le début des attaques. Au deuxième jour, les Soviétiques avaient réagi. Maintenant, vous voyez, il y a un nombre beaucoup plus important d'armes tactiques utilisées. Celles-ci sont dans la gamme de 1 à, disons, 10 kilotonnes. Je vais vous montrer bientôt quels seraient les effets de l'une de ces armes à faible rendement. Mais pour l'instant, je veux juste vous montrer le nombre d'armes. C'est le deuxième jour. Donc en 2 jours, nous sommes déjà passés à 30, 40 ou 50 détonations nucléaires de la taille d'Hiroshima ou de Nagasaki. Le troisième jour implique l'utilisation d'armes nucléaires de 75 à 100 kilotonnes. Donc ceci, si vous regardez en bas du document, la carte serait appelée armes nucléaires de théâtre. Ce sont essentiellement, je vais supposer qu'il s'agit d'armes de 100 kilotonnes, parce que c'est un bon chiffre rond. Donc voici un tas d'armes nucléaires tactiques. Remarquez que ce sont des armes nucléaires tactiques occidentales. Elles sont utilisées contre les forces soviétiques en progression. L'idée est de les arrêter avant qu'elles n'atteignent la ligne de front et continuent à submerger votre ligne de front en désintégration. Donc ce sont des armes dans la gamme de 75 à disons 100 kilotonnes. Remarquez qu'il y a une réponse soviétique plus petite avec des armes de 100 kilotonnes, mais cela est accompagné d'armes beaucoup plus grandes, des armes nucléaires d'environ 800 kilotonnes, un mégatonne. Appelez-les des armes nucléaires d'un mégatonne. Alors ces armes nucléaires d'une mégatonne se trouvent dans toutes ces villes allemandes, et en fait aussi dans les villes néerlandaises, car ce sont des centres de soutien logistique. Dans le cas de l'Alliance occidentale, il n'y a que quelques villes polonaises qui sont touchées, car elles sont des sources logistiques. C'est le troisième jour, 72 heures après la première arme nucléaire. En 96 heures, nous avons des armes utilisées jusqu'en Pologne. C'est le quatrième jour des attaques. Remarquez ces armes tout au long de cette ligne d'attaque. Ce sont des armes de 100 kilotonnes. Ce sont de grandes armes nucléaires. Et pourquoi sont-ils le long de cette ligne? Parce qu'il y a des traversées de rivières ici. Et comme je vous le montrerai plus tard, le fait d'avoir des ponts sur ces traversées de rivières nécessite que des armes nucléaires de rendement assez élevé soient détonées pour détruire les ponts. Je vous montrerai des photographies d'Hiroshima et de Nagasaki qui montrent que, même si les villes ont été complètement détruites, les ponts sur les rivières ne l'ont pas été. Donc, du point de vue du planificateur militaire, celui-ci ne veut pas détruire le petit village qui se trouve être le lieu de ces ponts, mais il doit faire tomber le pont pour arrêter l'avancée ennemie. Donc vous avez toutes ces armes qui sont utilisées. De plus, ici, dans le nord de la Pologne, vous avez une grande installation portuaire et vous voulez également arrêter les renforts qui arrivent par cette installation. Donc c'est le quatrième jour,
96 heures après le début de l'attaque. En gros, c'est le 4e jour de la situation. Et nous regardons le 5e jour. Voici la situation. Au 5e jour, des centaines d'armes nucléaires explosent partout en Europe et en Grande-Bretagne. Il s'avère que si nous regardons plus loin, Paris, Londres, Amsterdam, Rotterdam et Bruxelles sont détruits. Toutes les grandes villes allemandes et polonaises sont détruites. La Suède, la Biélorussie et les pays baltes ont été touchés. Sweden, Belarus and the Baltics have been hit. Japan, South Korea, the Philippines, Singapore, Le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, Singapour, Hawaï et l'Alaska ont déjà été touchés. La prochaine étape est donc des attaques nucléaires générales de chaque côté contre les villes et les installations militaires aux États-Unis et en Union soviétique. Au 5e jour, nous avons escaladé vers une guerre nucléaire générale. Ce que vous voyez sur la carte ici n'est qu'une partie de la guerre nucléaire associée aux frappes en Europe du Nord. L'Europe du Nord a été l'étincelle, le lieu d'allumage de la situation qui a conduit à l'escalade générale. Alors si nous demandons maintenant à quoi ressemblent ces détonations, je veux dire essayons de comprendre. Ce sont de petits cercles sur une carte. Alors je pensais, j'essaie d'illustrer la taille de ces nuages de débris nucléaires, parce que ça vous donne aussi intuitivement une idée de l'échelle physique des choses. Donc si vous regardez ce diagramme devant vous, lorsque vous avez des nuages où il pleut, vous avez généralement des nuages qui font un peu plus de 2 à 3 km de profondeur en altitude. Il y a des nuages stratocumulus et des nuages nimbostratus. Ces nuages sont généralement des nuages de pluie de haute altitude. Vous pouvez également avoir des nuages cumulus. Si vous levez les yeux vers le ciel, vous avez une idée. Vous pouvez voir le bas des nuages. J'ai donc mis ce diagramme ici pour la compréhension intuitive de votre public. Si nous montrons la taille générale d'une arme nucléaire de 100 kilotonnes et d'une arme nucléaire de 1 à 2 kilotonnes, and a 1 to 2 kiloton nuclear weapon. This weapon on the left. Donc, cette arme à gauche serait un obus d'artillerie qui délivre une arme nucléaire à faible rendement, un rendement très inférieur d'un facteur de 10 par rapport à la plupart des armes représentées par les petits points roses pâles, les cercles roses que vous avez vus sur le graphique. Ce sont donc des nuages de débris d'une très petite arme nucléaire. C'est une arme nucléaire de 100 kilotonnes. Ce serait donc un nuage de débris d'armes de la taille de ces armes ici. Ce seraient donc des armes nucléaires de 100 kilotonnes. Ce seraient des armes nucléaires de 10 kilotonnes. Je suis désolé. Donc beaucoup d'armes nucléaires de 100 kilotonnes. Et ce serait 10 kilotonnes. Je suis désolé. Donc ce seraient des armes nucléaires d'un mégatonne. Ce sont donc des armes à rendement beaucoup plus élevé. Et je vais vous montrer très bientôt à quoi ressemblent ces armes. Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble un véritable nuage radioactif provenant d'une détonation nucléaire, voici le nuage radioactif d'Hiroshima. Et ce que j'ai fait, c'est étiqueter quelques nuages nimbostratus. Ce sont donc des nuages de pluie qui se trouvaient au-dessus de la zone. Et en bas ici, vous pouvez voir des nuages noirs. Ce sont des nuages de combustion. Le feu a été déclenché. Ce nuage de débris a probablement environ 7 ou 8 minutes, donc il va continuer à monter pendant de nombreuses minutes après l'attaque. Voici à quoi ressemble ce nuage après environ 8 minutes. Et ce qui est important ici, c'est que vous pouvez voir cette région distincte de fumée noire, qui semble nettement différente de la région de nuages blancs, qui est constituée de particules de condensation. Vous savez, des particules d'eau et de poussière avec de l'eau attachée. Ce sont des particules de fumée. Et ce qu'ils sont aspirés et ils montent avec flottabilité depuis la zone de combustion au sol. Et comme je vais vous le montrer,
c'est le début d'un incendie de masse d'une intensité extraordinaire au sol, qui a pour effet d'élever les températures de l'air dans les rues au-dessus du point d'ébullition de l'eau et les vitesses du vent à la force d'un ouragan. Voici un autre exemple du nuage. Celui-ci vient de Nagasaki, qui a également été affecté de la même manière. Cela vous donne donc une idée de ce à quoi ces nuages de débris pourraient ressembler. Et ici, ce que j'ai simplement fait, c'est vous montrer les nuages de 100 kilotonnes. Ce sont donc les nuages qui sont les cercles plus grands. Et puis les plus grands cercles sont les nuages d'un mégatonne. Notez maintenant qu'une heure après leur détonation, ce nuage contient 1000 fois plus de radioactivité que ce que contenait le rejet de Tchernobyl. C'est donc un jour. C'est 20 fois plus radioactif. La radioactivité décroît à un rythme très rapide. Mais une heure après cette détonation, une partie de ce matériau est déjà au sol, tombe au sol. Et alors que ce nuage de débris se déplace avec le vent, le matériau radioactif tombe et décroît, toujours 20 fois plus de radioactivité que le rejet de Tchernobyl. Disons 20. Donc c'est un jour, 24 heures plus tard. Supposons une faible vitesse de vent, comme une faible vitesse moyenne de 10 miles par heure. Cela signifie qu'à 400 km sous le vent, il y a un nuage qui s'est maintenant étendu, relativement, avec 20 fois plus de radioactivité que le rejet de Tchernobyl, déposant des particules au sol. Vous avez donc une véritable menace de radiation juste à cause de ce nuage ici. Et bien sûr, c'est une menace beaucoup plus grande. 10 000 fois plus de radioactivité, une heure après l'attaque. Le nuage est plus haut, donc il mettra plus de temps à atteindre le sol. Mais il n'en faut pas beaucoup pour créer un environnement extrêmement dangereux et mortel au sol. Ce qui se passe, c'est que ce nuage de débris que je vous montre maintenant, un jour plus tard, se trouve à environ 300 ou 400 km en aval. Ce nuage radioactif se répand et dépose ce matériau mortel sur le sol. Donc ce sont juste... Je ne vais pas les passer en revue parce que si les gens veulent les diapositives, ils peuvent les obtenir. Mais c'est la raison pour laquelle une explosion de 100 kilotonnes pourrait être nécessaire dans une petite ville. C'est Nagasaki. Je vais en parler plus tard. C'est après les effets du bombardement. Vous pouvez voir que tout est nettoyé de tous les bâtiments. Remarquez que la bombe de 22 kilotonnes a été larguée à cet endroit ici, et la pression de l'explosion était d'environ 40 livres par pouce carré sur ce pont. Le pont n'a pas été détruit. Si une personne moyenne regarde cela, elle serait horrifiée. Du moins, je m'attends à ce que vous soyez horrifiés comme je l'étais lorsque j'ai vu ce diagramme pour la première fois. Horrifiés par la destruction complète de tout dans la ville, causée par la combinaison de l'explosion et du feu. Le feu, en combinaison avec l'explosion, est ce qui a conduit à la destruction complète de tout ce que vous pouvez voir dans ce diagramme ici. Mais le pont est toujours debout. Donc, si vous êtes le planificateur militaire en Allemagne de l'Ouest et que vous savez que ce pont va toujours être debout, que va-t-il se passer si les armées soviétiques se précipitent dans cette zone après que vous ayez largué une arme nucléaire à faible rendement? Vous savez que c'est radioactif, mais ils peuvent se terrer dans leur véhicule et traverser le pont aussi vite que possible pour minimiser leur exposition. Vous ne pourrez peut-être pas arrêter leur avancée. Donc ce que vous faites, c'est utiliser ces explosifs nucléaires de 100 kilotonnes que je vous ai montrés dans les diagrammes précédents. Cela vous montre juste une estimation approximative des zones létales créées, montrées en rouge, par des explosions nucléaires de 100 kilotonnes. Rappelez-vous que dans le cas de la Pologne, il y avait des lignes et des lignes de ces armes nucléaires de 100 kilotonnes.
Et bien sûr, c'était aussi le cas en Allemagne de l'Ouest et dans les parties occidentales de l'Europe. Ce n'est pas une tentative de montrer ce qui se produirait réellement en réalité. Toute la zone serait couverte de radiation létale. Tout serait couvert de radiation létale. Donc, il n'y aurait aucun endroit où vous pourriez aller sauf sous terre, si vous aviez construit des abris. Une représentation partielle, seulement une représentation très partielle, des nuages radioactifs de certaines des plus grandes armes nucléaires. Et ces nuages vous montrent les zones les plus létales produites par les détonations de plus forte puissance qui auraient eu lieu sur les villes. Et bien sûr, il y aurait des centaines de plus petits nuages produits par les détonations de 10 kilotonnes et par les détonations de 100 kilotonnes. Donc toute cette zone serait essentiellement un désert radioactif une fois la conflagration terminée. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce sont des graphiques de radiation, pour ceux qui sont intéressés. Ils seront dans les diapositives, si quelqu'un les veut. Voici une image d'un homme malheureux qui meurt des stades finaux d'un empoisonnement par radiation. Il a peut-être été exposé à la radiation, probablement des semaines plus tôt. Donc, il n'a pas été exposé au niveau maximum de radiation, qui serait le niveau d'exposition de la plupart des gens dans la plupart des zones que j'ai montrées sur les cartes précédentes. Of most of the areas I showed in the earlier maps. So he was exposed to enough radiation. Il a donc été exposé à suffisamment de radiation pour se sentir bien. Il a probablement ressenti des nausées pendant quelques jours au début, puis il a commencé à se sentir mieux. Il y aurait donc eu une période où il ne se sentait pas aussi malade, relativement bien, mais un peu faible. Ensuite, il aurait commencé à saigner de l'intérieur. Vous pouvez le voir saigner des gencives ici et dans sa peau. Et il serait mort d'une hémorragie interne massive, car l'une des conséquences de l'empoisonnement par radiation est que votre sang, le sang d'une victime, ne coagule plus. Et donc, vous mourrez comme un hémophile mourrait, vous savez, juste d'une hémorragie interne massive. Et c'est le genre de mort que beaucoup de personnes à l'extrémité inférieure de l'échelle d'exposition subiraient quelques semaines après l'exposition. Les personnes exposées à des niveaux plus élevés subiraient ce type d'effet plus tôt, peut-être dans les jours qui suivent dans certains cas, peut-être dans les semaines. Ainsi, il y aurait des personnes mourant pendant des semaines et des jours après leur exposition à cette radiation extrême. Maintenant, parlons simplement des conséquences les moins dangereuses de l'attaque, qui sont les effets de souffle de la boule de feu. Je vais juste vous donner un petit aperçu de cela. Mais permettez-moi de souligner, comme j'espère l'avoir déjà clairement indiqué, que les conséquences de la radiation et du feu étaient un danger et un mécanisme de mort bien plus sérieux que le souffle lui-même. Et vous verrez que le souffle n'est pas à ignorer. Ce qui se passe, c'est que la détonation nucléaire pourrait être déclenchée à une certaine altitude, au-dessus de la zone cible. L'altitude pourrait être très basse ou quelque peu élevée. Je ne vais pas entrer dans une discussion détaillée sur les raisons pour lesquelles on fait cela. Fondamentalement, la raison pour laquelle on fait cela est que vous avez une onde de choc primaire générée par la boule de feu elle-même lorsqu'elle s'étend rapidement vers l'extérieur et comprime une couche d'air. Cette couche d'air comprimée se propage ensuite d'elle-même vers l'extérieur, comme le montre cette ligne ici. C'est ce qu'on appelle le choc primaire. Il y a un choc secondaire, selon la hauteur de l'explosion, qui est généré par le choc primaire par réflexion sur le sol. Dans ce diagramme particulier, c'est le choc réfléchi. La raison pour laquelle vous pourriez ajuster l'altitude est que le choc secondaire et le choc primaire se rejoignent en un front de choc appelé le front de Mach.
En ajustant soigneusement l'altitude de l'explosion, vous pouvez augmenter la surpression au sol en fonction de la portée maximale de surpression que vous souhaitez produire. Ce diagramme particulier montre la plus grande zone où une surpression de 15 livres par pouce carré se produit. Mais, vous savez, ce sont des détails techniques qui sont en grande partie sans importance, car l'explosion n'est pas le principal facteur de mortalité, comme j'espère l'avoir déjà clairement indiqué. Voici une image de la première boule de feu du test nucléaire Trinity, qui a produit environ 25 kilotonnes d'explosion. C'était donc à peu près le double de la puissance de la bombe qui a détruit Hiroshima, et à peu près la puissance de la bombe qui a détruit Nagasaki. And roughly the yield of the bomb that destroyed Nagasaki. The bomb in Nagasaki was 22 kilotons. We know that. La bombe de Nagasaki était de 22 kilotonnes. Nous le savons. Remarquez que cela se produit en 6 millièmes de seconde. C'est donc une arme à faible rendement, et la boule de feu est beaucoup plus petite que celle des armes à plus haut rendement. Je ne vais pas entrer dans une discussion sur l'échelle, mais remarquez aussi que les vents à des vitesses peut-être avec une surpression de souffle d'environ 6 livres par pouce carré, qui pourraient se produire à une portée de 2 km, sont d'environ presque 200 000 par heure. Cela est dû au fait que l'onde de choc elle-même est très longue en durée par rapport à l'onde de choc que vous ressentiriez lors d'une explosion conventionnelle. Ici encore, vous pouvez voir les effets de la coalescence des chocs primaires et secondaires ici. Primary and secondary shock coalescing here. This is the primary shock. Il s'agit de l'onde de choc primaire, se déplaçant vers l'extérieur. Et voici la coalescence des ondes de choc primaires et secondaires à des altitudes plus basses. Ici, vous pouvez voir ce qui semble être un comportement non physique, car il se déplace à une vitesse plus élevée que l'onde de choc. C'est la combinaison de l'onde de choc primaire et secondaire. Mais c'est parce que l'onde de choc dans le sol se déplace plus rapidement que l'onde de choc dans l'air. Ainsi, le claquement d'air provoque l'expulsion de ce matériau au sol en raison des effets explosifs de l'onde de choc qui se propage à travers le sol, un effet appelé popcorning thermique. An effect called thermal popcorning. The light and heat from the fireball at this distance. La lumière et la chaleur de la boule de feu, à cette distance et à ce moment de l'explosion nucléaire, sont probablement environ 100 000 fois plus brillantes que le Soleil dans le désert à midi. Cela se produit en un temps très court. Ce qui se passe, c'est que lorsque le taux de chauffage est si élevé, les grains de sable au sol sont chauffés à un rythme si rapide que la température à la surface est énormément plus élevée que la température à l'intérieur, parce que la chaleur arrive si vite, parce qu'elle chauffe la surface si rapidement, et que c'est un matériau cassant, il se transforme simplement en poussière chauffée thermiquement. C'est ce que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle l'effet de popcorn thermique, si vous savez ce qu'est le popcorn. C'est un effet où les particules explosent thermiquement. Et ici, vous pouvez voir la boule de feu continuer à s'étendre. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ici encore, la distance a beaucoup changé. Remarquez que la tige est maintenant assez large parce que vous avez cet air chaud circulant et montant à partir de la détonation elle-même. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une explosion test dans le désert. Donc vous n'avez pas de matériaux en combustion en dessous. Vous ne verrez pas le nuage noir que je vous ai montré monter le long de la tige à partir du matériau en combustion au sol, parce qu'il n'y a rien qui brûle. C'est juste du sable explosé. C'est ce que vous voyez. Du sable surchauffé et explosif, projeté par le chauffage thermique, le popcorning thermique et l'onde de choc au passage. Donc, le voici, encore à un moment ultérieur. Je vous montre la boule de feu à 6 millièmes de seconde. Ici, c'est à 9 secondes. C'est donc assez longtemps après, mais
Cela vous montre comment la boule de feu s'est étendue à une taille approximativement des dimensions montrées ici, plusieurs centaines de mètres, et son volume d'air chaud qui monte par flottabilité crée ce nuage en forme de champignon circulaire. Et voici la boule de feu à 5 centièmes de seconde. Et encore une fois, voici l'onde de choc produite, un schéma de l'onde de choc. A cartoon of the blast wave. Now notice that the blast wave Maintenant, remarquez que l'onde de choc est une coquille d'air comprimé. Ce n'est pas juste un front d'air comprimé, c'est une coquille. Elle a donc l'effet d'envelopper sa cible parce que l'onde de choc dure des fractions de seconde à des secondes. En fait, elle a tendance à durer 1 seconde ou plus. 1 seconde est un long moment pour cette chose, parce que la vitesse du son est de 1100 pieds par seconde, donc c'est 300 mètres par seconde. Donc, si elle passe au-dessus de vous et que la coquille fait des centaines de mètres de largeur, elle va appuyer sur l'ensemble de l'objet pendant des périodes de dixièmes de seconde à des secondes. Voici donc une séquence d'événements. So here is a sequence of events. So keep in mind that what we're showing now Gardez à l'esprit que ce que nous montrons maintenant est la lumière initiale de la boule de feu. La boule de feu n'est pas encore aussi brillante qu'elle le sera, donc elle va devenir plus lumineuse. Cela va se produire dans ce cas particulier en quelques dixièmes de seconde, parce qu'il s'agit d'un essai d'armes nucléaires à faible rendement effectué par les États-Unis. Maintenant, nous voyons que c'est environ 1 ou 2 dixièmes de seconde après que la boule de feu s'est allumée. Ce que vous voyez maintenant, c'est l'avant du bâtiment qui brûle. Bien sûr, la lumière pénétrerait par les fenêtres et déclencherait les rideaux, les structures intérieures, les tissus d'ameublement, les chaises, vous savez, toutes sortes d'objets internes. Donc, cet endroit serait en feu dans les secondes suivantes, où je vais vous montrer les effets à venir. Dans ce cas particulier, ce serait probablement peut-être quelques secondes plus tard. Donc, nous parlons ici des premières fractions de seconde. La boule de feu s'est étendue. Elle n'a pas encore fini de produire l'onde de choc à ce stade. Nous voyons donc juste la lumière de la boule de feu avant l'onde de choc qu'elle produit encore. Ensuite, dans environ 2 secondes, nous ne voyons pas encore l'onde de choc. Et puis l'onde de choc arrive. Remarquez que l'onde de choc déchire le sommet. Voici le front de l'onde de choc. C'est environ 5 livres par pouce carré. Et remarquez que les murs avant du bâtiment se déforment à l'arrivée de l'onde de choc. L'onde de choc va envelopper toute la structure. Donc ici, nous voyons l'onde de choc commencer à envelopper la structure. Et vous pouvez voir que le sommet du toit se détache parce que l'onde de choc est accompagnée de vents de 200 000 par heure. L'avant du bâtiment se déforme sous le choc initial et les vents commencent à déchirer le bâtiment. Nous pouvons voir que, à mesure que l'onde de choc continue de passer par la structure, on dirait que le sommet du bâtiment a été frappé d'en haut par un gigantesque maillet. Vous pouvez voir que le toit s'effondre vers le haut dans les 2 cas, en raison de l'effet d'écrasement et du mouvement du vent. Et puis, en regardant vers l'avenir, le bâtiment se désintègre de manière explosive. Maintenant, dans ce cas, voici à quoi ressemble le bâtiment après le test. Vous vous demandez, eh bien, pourquoi reste-t-il quelque chose? Eh bien, rien ne serait là dans une situation normale, parce que cette chose aurait été brûlée dans un incendie violent qui aurait duré des heures dans la ville. Vous ne verriez rien d'autre que des cendres à son emplacement. Mais c'était un test dans le désert. Donc, ce bâtiment était recouvert de bardeaux d'amiante. Il n'y avait pas de matériaux internes pour prendre feu, car cela avait été intentionnellement enlevé, puisque le but de l'expérience était de mesurer les effets de l'explosion sur le bâtiment. En fait, les effets du feu ont été ignorés pendant des décennies dans les évaluations des effets des armes nucléaires sur les villes.
nuclear weapons on cities. This did not come into the forefront of Cela n'a pas été mis au premier plan de la conscience américaine, de la conscience du public, jusqu'à ce que j'écrive un article en 19, je pense que c'était en 86 en fait, intitulé « Les effets des super-incendies sur les cibles civiles ». Cet effet a été ignoré jusqu'à ce qu'il soit médiatisé par cet article, qui a été largement diffusé parce que je l'ai présenté comme article principal lors d'un forum de l'Académie nationale de médecine à Washington. Il est apparu dans les journaux. Il a été publié, discuté au Congrès, et les gens ont commencé à poser des questions au niveau du Congrès. Pourquoi les responsables de la défense civile n'incluent-ils pas les incendies? Cela a donc eu un effet majeur, je suis heureux de le dire, sur la perception des véritables effets des armes nucléaires sur notre société. Mais quand je dis notre société, je veux dire l'Europe occidentale également. Et il y a une leçon ici que votre public doit bien comprendre. Cet effet est maintenant largement compris grâce à l'opportunité accidentelle que j'ai eue de présenter une discussion détaillée et claire de cet effet dans un forum largement suivi par des personnalités éminentes de notre société, un forum de l'Académie nationale de médecine. Sinon, il serait ignoré et le grand public serait encore induit en erreur en croyant que ces armes nucléaires sont beaucoup moins létales qu'elles ne le sont réellement. Ceux d'entre vous qui souhaitent des copies de cet article, veuillez envoyer un email. Veuillez envoyer un email séparé, cependant. Intitulez l'email « Article sur les superfeux » et je vous enverrai une copie de cet article de l'étude de l'Académie nationale de médecine. Et cela décrit en détail les effets de ces super incendies. Et cela a fait une grande différence. Je suis très heureux de le dire. Mais je ne veux pas non plus trop me féliciter, car c'était un accident de circonstance. D'accord. Donc les effets uniques de la lumière et de la chaleur extrêmement intense de la boule de feu n'ont été que partiellement décrits. Je veux juste décrire ceci avant de terminer ma discussion et de vous donner une idée de la façon dont ces effets sont choquants. Ils sont choquants parce qu'ils sont en dehors de l'expérience humaine. Donc, vous pensez comprendre que cet éclair intense de lumière et de chaleur est une mauvaise chose. Bien sûr, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus choquant de comprendre certaines des conséquences physiques réelles. Je voudrais vous montrer cela, puis je m'arrêterai là. Mais mon but, en vous montrant cela, est de vous donner une idée plus viscérale de ces effets, afin que vous ne les oubliez pas, car il est facile de se concentrer sur les effets de l'explosion, puisque c'est quelque chose que nous pensons comprendre. Mais les effets du feu sont bien plus conséquents. Donc, ce dont je parle, c'est de la lumière intense et de la chaleur de la boule de feu. Voici un exemple de ce qui s'est passé à Hiroshima. Cela ne vous donnera pas une réaction viscérale, à moins que vous ne soyez une personne qui comprend la nature de ce que vous regardez, et la plupart des gens ne le feraient pas. Mais dans ce cas, c'était une tuile sur laquelle il y avait d'autres tuiles par-dessus. Et la partie de la tuile exposée à la lumière et à la chaleur de la boule de feu est boursouflée par son exposition à la lumière et à la chaleur. La raison pour laquelle elle est boursouflée est similaire aux raisons pour lesquelles vous avez ce phénomène de pop-corn thermique du sable, dû à la lumière extrêmement intense de la boule de feu. Ce qui s'est passé ici, c'est que la lumière intense a chauffé la surface de cette ardoise à une température si élevée, de quelques milliers de degrés, et au-delà du point de fusion des métaux, qu'elle s'est simplement désintégrée. Elle a simplement éclaté. Mais c'était parce que c'était un matériau cassant. Donc encore une fois, informatif, mais pas étonnant. Informative but not astonishing. This might astonish you. And I chose this photograph. Cela pourrait vous étonner,
Et j'ai choisi cette photographie parce qu'elle est étonnante. Voici une enfant. Elle jouait évidemment, et elle se trouvait en plein saut, sautant par-dessus une corde tendue depuis cette bouche d'incendie à l'époque de l'explosion. Ce que vous voyez, c'est son ombre sur le mur, parce que la lumière et la chaleur de la boule de feu sont tombées sur son corps. Et parce qu'elles sont tombées sur son corps, elles ne sont pas tombées sur le mur. Sur le mur, vous voyez que la brique est d'une couleur beaucoup plus claire. C'est parce que la surface de la brique a en quelque sorte explosé à cause de l'exposition à la lumière et à la chaleur intense, de manière similaire à la pièce d'ardoise que je vous ai montrée plus tôt. Mais dans ce cas, c'est un exemple beaucoup plus dramatique de ce que la lumière et la chaleur de la boule de feu peuvent faire aux personnes dans une zone cible. Voici encore un autre exemple. Encore une fois, ce que vous voyez est moins dramatique, mais cela devrait l'être à ce stade. J'espère, car ce que vous voyez, c'est la peinture cloquée sur le mur métallique derrière cette tige de valve. La tige de valve a produit une ombre de la boule de feu. Et à cause de l'ombre, la peinture n'a pas cloqué immédiatement derrière la tige de valve. C'est ainsi que les premiers scientifiques japonais, qui sont venus peu après le bombardement atomique en 1945, ont déterminé la hauteur de l'explosion de l'arme nucléaire. J'ai eu le privilège de connaître un homme, Motohiro Kimura. J'ai rencontré Moto dans ses années de senior, et il était impliqué dans la mesure de la hauteur de la bombe atomique. Je l'ai rencontré lorsqu'il visitait mon laboratoire, alors que je faisais encore de la science, en visite depuis le Japon. Un homme merveilleux qui m'a beaucoup appris de ses expériences personnelles en tant que scientifique au Japon. Voici un autre exemple choquant des effets de la lumière et de la chaleur de la boule de feu. Je ne pense pas avoir besoin de vous le décrire beaucoup. Encore une fois, la peinture sur le mur était cloquée, mais l'échelle et la personne debout devant ont intercepté la lumière. Et bien sûr, la personne a été gravement brûlée et est certainement morte après l'attaque. Voici un autre exemple choquant de la façon dont la lumière de la boule de feu peut affecter un objet. Dans ce cas particulier, nous examinons un matériau qui est évidemment clair et foncé, des bandes de matériaux foncés et des bandes de matériaux clairs. Maintenant, la lumière de la boule de feu, lorsqu'elle est tombée sur le matériau noir, à certains endroits, a provoqué l'embrasement du matériau noir. Le fait que le matériau soit noir signifiait qu'il absorbait préférentiellement la lumière de la boule de feu et s'enflammait, tandis que le matériau blanc réfléchissait suffisamment de lumière pour ne pas s'enflammer. Voici donc un effet où vous pouvez voir que la couleur réelle du matériau a eu un impact sur la façon dont le matériau a réagi à la boule de feu brillante, d'une manière que vous pouvez comprendre, mais qui bien sûr est choquante, ou devrait être choquante, si vous n'étiez pas au courant des faits. Ici encore, vous voyez cet effet sur un matériau blanc pur. Ce matériau était couvert de petites fleurs. Je pense que la diapositive suivante les montre. Oui, voici une fleur de près. Les fleurs ont été préférentiellement brûlées. Le matériau entourant les fleurs était plus clair, un matériau très léger et blanc. Il reflétait suffisamment de lumière et de chaleur pour que le matériau ne monte pas à une température où il brûlerait. Mais les fleurs étaient suffisamment sombres en couleur pour qu'elles soient sélectivement enflammées et brûlées du matériau. C'est presque une image du mal, vous savez, si on veut le prendre de cette façon. Et ici, bien sûr, sont les conséquences pour une femme qui avait un type de matériau avec un motif sur elle, couvrant son corps lorsque l'arme a explosé. Et le matériau a préféré prendre feu et brûler sa peau.
vous pouvez voir que certaines parties du matériau ont réfléchi suffisamment de lumière et de chaleur pour qu'elle ne soit pas brûlée. Mais bien sûr, elle a été gravement brûlée. Cette femme malheureuse serait certainement morte des effets combinés de graves brûlures sur son corps, qui ont conduit à une infection et à la mort, et de l'exposition aux radiations. Le flash de radiation, les rayons gamma et les neutrons de l'explosion, qui lui ont causé une maladie des radiations. Donc ici encore, les effets combinés de la dépression de son système immunitaire par l'exposition aux radiations et, bien sûr, le choc des brûlures graves, qui ont ensuite conduit à des infections, ont rendu l'efficacité de tuer par les effets combinés des bombes bien plus grande que ce qui aurait autrement été le cas. Voici un exemple d'une autre femme malheureuse. Dans ce cas, vous pouvez voir que sa peau a été brûlée à travers ses vêtements, mais elle avait une sorte de sangle. Elle devait porter quelque chose, et la sangle était suffisamment épaisse sur son épaule et son dos pour qu'elle soit protégée des effets. Donc, juste pour réitérer les effets, voici Nagasaki avant l'explosion, et la voici après l'explosion. Notez encore, dès le début de cette discussion, si vous regardiez cela du point de vue d'un planificateur militaire, vous diriez « Mon Dieu, le pont est toujours là. Les Soviétiques peuvent encore l'utiliser. Nous devons frapper ce pont. » Et c'est le fait que ces explosions, les effets de radiation et thermiques, sont tous distinctement différents dans leur échelle, mais mènent tous à ce choix cornélien horrifiant qu'un planificateur militaire doit affronter, même s'il n'est pas fou, et même s'il est bien informé des effets nucléaires. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent comprendre ma psychologie, moi en tant qu'individu, c'est l'image qui me vient immédiatement à l'esprit quand j'entends des gens parler de guerre nucléaire. Les personnes qui parlent de guerre nucléaire, sans rien savoir de leurs effets physiques, n'ont aucune idée de ce dont elles parlent. Je ne dis pas cela pour être insultant, mais quiconque parle de guerre nucléaire comme d'une chose tolérable à gérer est simplement mal informé. Et s'ils n'ont pas pris la peine de comprendre les faits que j'ai présentés dans ce briefing, et qu'ils occupent un rôle décisionnel politique, je porte le jugement, c'est mon jugement personnel, que ces personnes sont irresponsables et qu'elles ne devraient pas être autorisées à occuper un rôle décisionnel si elles n'ont pas pris la peine de s'informer. J'ai donc un jugement moral très fort ici, ainsi qu'une déclaration technique à faire dans cette discussion. Et je vous laisse réfléchir à ce que j'ai dit à partir de maintenant. Merci pour l'opportunité de parler. Nous sommes à nouveau des êtres humains. Eh bien, j'avais une question sur les conséquences de cet exercice militaire, car l'exercice Able Archer en 1983 avait convaincu les Soviétiques qu'il s'agissait simplement d'une couverture pour une attaque de première frappe. Oui, c'était une conséquence secondaire très dangereuse que je n'ai pas abordée. Oui, c'est pourquoi nous avons failli nous retrouver dans ce qui était censé être un exercice se transformant en une véritable guerre nucléaire. L'exercice aurait été en fait réel, une réalité. Oui, malheureusement, et c'est pourquoi j'étais curieux. En mettant de côté l'aspect technique, ce manque de peur et de compréhension pour l'autre partie, comment voyez-vous cela? Parce que souvent, il faut être vraiment proche de la guerre avant d'être vraiment prêt à faire un pas en arrière et à réaliser à quel point on était proche. Et j'ai toujours trouvé que Reagan était une étude de cas fascinante à cet égard, car après avoir presque déclenché une guerre nucléaire en 1983, il a écrit dans ses mémoires qu'il était vraiment surpris que la direction soviétique envisage même la possibilité qu'il puisse être sous un premier coup.
De son point de vue, ils auraient dû reconnaître que les États-Unis étaient un bon pays, vertueux, et qui ne se livrerait pas à une telle attaque. Cela aurait dû être évident pour les Soviétiques. C'est intéressant, du point de vue de ce qu'on appelle dans la littérature une sensibilité au dilemme de sécurité, qui est la capacité de se mettre à la place des adversaires et de voir la menace de leur point de vue. Eh bien, je donne à Reagan de très bonnes notes pour avoir traité quelque chose d'existentiel qu'il ne comprenait pas auparavant. Mais je blâme le système de ne pas l'avoir informé des effets existentiels qui accompagneraient toute utilisation d'armes nucléaires en raison de l'escalade rapide qui est essentiellement garantie en raison de la nature des armes nucléaires. Je donne au système un 0, une note négative, et c'est ma préoccupation aujourd'hui. C'est pourquoi nous faisons cet exercice. Vous m'avez demandé de parler de cela, parce que nous avons convenu que c'est un problème. Vous reconnaissez ce problème, et nous avons tous deux convenu que c'est un problème. Mais le véritable problème est que les systèmes qui soutiennent le leadership politique, nos prétendus experts en renseignement et nos prétendus conseillers militaires, ne disent pas à ces personnes occupant des rôles décisionnels ce qu'elles ont besoin de savoir. Toute personne ayant un rôle décisionnel quelconque en ce qui concerne les armes nucléaires devrait voir le discours que je viens de donner. Permettez-moi de vous donner un exemple d'une expérience personnelle très troublante que j'ai vécue plusieurs fois. J'ai donné des conférences, pas exactement celles-ci, mais des conférences sur les conséquences des armes nucléaires. J'avais l'habitude de donner cette conférence, pas celle-ci, mais une conférence similaire à l'université de Stanford, lorsque j'y enseignais avant d'aller au MIT. Et c'était un très large public à l'époque où je donnais cette conférence. It was a very large audience at the time I was giving this talk. There was a lot of interest in arms control. This was the 1980s when there was global. Il y avait beaucoup d'intérêt pour le contrôle des armements. C'était dans les années 1980, une période de troubles mondiaux et d'intérêt public. Nous avions des centaines d'étudiants à notre conférence chaque année. Et chaque année, 1 ou 2 soldats en permission à Stanford venaient me voir après la conférence pour me dire qu'ils étaient impliqués dans le ciblage nucléaire et qu'ils n'avaient aucune idée des effets primaires de ces armes. Ils étaient à Omaha, Nebraska, au quartier général du Strategic Air Command. Ils étaient impliqués dans le ciblage. Je connaissais le quartier général du Strategic Air Command parce que lorsque j'étais dans la marine, avant d'aller à Stanford, j'avais des responsabilités qui m'emmenaient au Strategic Air Command. Had responsibilities that took me out to Strategic Air Command, and I was aware that the soldiers doing the target. Et j'étais conscient que les soldats chargés du ciblage se voyaient essentiellement dire « Vous savez, voici un petit cercle » et trouver où le placer entre ces cibles. Ils ne savaient pas quels étaient les effets des armes nucléaires. Ils avaient ce petit cercle qu'on leur demandait de placer sur les cibles. Ils n'avaient aucune idée des conséquences réelles des frappes nucléaires. Et à leur crédit, ces jeunes soldats moraux, lorsqu'ils ont vu les conséquences, se sont sentis obligés de venir me parler après mon discours. Et je n'avais que de la sympathie pour eux, et je les ai réconfortés du mieux que j'ai pu. J'ai dit, écoutez, vous faisiez votre travail de soldat. C'est le système que nous avons. Je serai le premier à vous dire que ce système est inadéquat. C'est pourquoi je suis maintenant à Stanford et plus au Pentagone. J'ai choisi de partir parce que je voulais la liberté de pouvoir informer le public sur les conséquences de ces armes nucléaires. Et c'est tout ce que j'ai fait pendant mes premières années dans le forum public. C'est plus tard que j'ai commencé à parler de la défense antimissile et de toutes ces autres questions importantes, parce que c'était mon travail en tant que chercheur sur ces sujets. Mais mes premiers jours après être sorti du système, après m'être libéré de son joug, ont été de tenter d'informer les gens, les soldats ainsi que les civils,
sur les conséquences horribles de ces armes. Et je sais que les soldats avec qui j'ai travaillé n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Et je ne les blâme pas pour cela, pas plus que je ne blâme Ronald Reagan. Vous savez, le système ne les informe pas. Et c'est l'une des choses que les politologues qui parlent du dilemme du prisonnier, comme je l'entends à Stanford, ces absurdités que ces gars racontent, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Je ne parle pas de toi, Glenn, parce que je sais que tu es un politologue sérieux. Mais je traite avec ces gens à Stanford, qui sont des théoriciens. Ils n'apprennent pas les faits, mais ils ont des théories. Et ils ne comprennent pas quelles sont les conséquences de l'utilisation nucléaire. Mais ils ont le dilemme du prisonnier et blablabla, et ils ne comprennent pas ce qu'ils font, et ils ne choisissent pas de s'informer. Et c'est l'un des plus grands dangers de l'établissement de la science politique américaine. Les politologues européens appartiennent à une culture différente. La culture académique en Europe est différente, bien que je crains que vous ayez aussi vos victimes de cette culture, mais rien de comparable à ce que vous voyez aux États-Unis. Et ces gens, en particulier ici à Stanford, pensent qu'ils sont la forme la plus élevée de théoriciens politiques. Vous savez, John Mearsheimer, il est juste. C'est un type sale. Il a juste de la saleté partout sur ses pieds, à regarder les détails. Mais eux, ils sont au-dessus de tout ça. Et ces gens sont, à mon avis, parmi les plus dangereux, car ils parlent aux décideurs politiques. Et c'est ce que nous avons au plus haut niveau du gouvernement américain. Ces gens ne sont pas informés. Et il semble que ce soit exactement le même problème dans la direction politique de l'Europe. Eh bien, il semble qu'en grande partie parmi les dirigeants politiques, du moins, la peur des armes nucléaires est disparue. Mais les menaces, elles, ne sont certainement pas disparues. Alors je voulais vous demander, quelles sont selon vous les principales menaces à venir? Est-ce la prolifération, avec plus de pays acquérant des armes nucléaires? Est-ce un changement dans les systèmes d'armes? Est-ce le développement de systèmes de défense antimissiles qui pourraient transformer les armes nucléaires d'une arme défensive destinée à la dissuasion en une arme plus offensive? Qu'en pensez-vous? D'où viennent les principales menaces dans les prochaines années? Eh bien, je pense que tout ce qui précède, je suis désolé de le dire. La préoccupation américaine pour les défenses antimissiles a deux conséquences désastreuses. En fait, nous voyons les conséquences désastreuses depuis 2002, lorsque l'administration Bush s'est retirée du traité ABM de 1972. En essence, l'administration Bush a détruit toute la structure sur laquelle les limitations d'armes ont été construites dans la seconde moitié du XXe siècle, car le traité ABM de 1972 était essentiel au traité de limitation des armes qui ont suivi. Cela inclut le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, les traités sur les armes stratégiques et les traités START, et tous ces traités, car le traité ABM de 1972 mentionne explicitement, dès son préambule, le fait que les défenses antimissiles créent la perception qu'un adversaire pourrait être capable de frapper, puis de répondre en se défendant contre des représailles. La perception que cela pourrait être possible suffit à inciter tous ceux qui examinent les défenses antimissiles de l'autre côté à répondre en élargissant leurs arsenaux nucléaires offensifs. Ainsi, le traité ABM était crucial pour limiter les défenses antimissiles à un niveau où aucune des deux parties ne pouvait, en aucune manière, anticiper une quelconque utilité de ces défenses antimissiles. Et ainsi, elles pouvaient s'engager confortablement dans des réductions d'armes nucléaires offensives. C'était le saint Graal des réductions d'armement.
C'était la clé des réductions d'armement. Maintenant, avancer avec les défenses antimissiles américaines, ce que nous avons fait après avoir abrogé le traité ABM, et j'inclus mes amis démocrates qui ont fait bien pire que les républicains, parce que le système Aegis est une bien pire décision que celle de construire la défense antimissile basée au sol. Le système Aegis a tous ses intercepteurs, qui ne peuvent rien faire. Le système Aegis est inutile en tant que capacité technique. Inutile. Mais si vous êtes un planificateur militaire russe, vous le regardez et vous vous demandez, que vont faire les Américains ensuite? Ils construisent une fondation, et je ne sais pas ce qu'ils vont faire de cette fondation à l'avenir. Ce qui est plus important que la capacité, c'est que si vous écoutez extrêmement attentivement Vladimir Poutine, et j'écoute attentivement Poutine quand il parle, je suis vraiment là, l'oreille collée mot à mot, parce que je veux vraiment essayer de comprendre ce qui lui passe par la tête sur le sujet de la riposte nucléaire. Le message que je reçois, si j'écoute attentivement Poutine, c'est qu'il n'a pas peur que les Américains puissent construire une défense antimissile avec n'importe quelle capacité. Il a peur qu'un décideur politique américain stupide puisse penser que ces défenses antimissiles que nous avons ont une certaine capacité et prennent une décision qui pourrait amener la Russie à n'avoir d'autre choix que de riposter. Et il comprend que la riposte russe entraînerait la destruction de la Russie ainsi que des États-Unis. Donc sa principale crainte est l'ignorance américaine combinée à la défense antimissile. Et il est suffisamment intelligent et bien informé, d'après tout ce que je l'ai entendu dire, pour comprendre que ces défenses antimissiles ne fourniront jamais aucune capacité. Mais il n'est pas sûr qu'un décideur politique américain soit suffisamment informé pour ne pas être induit en erreur en croyant qu'elles ont une certaine capacité. Et c'est le même résultat qu'une erreur menant à un échange nucléaire qui met fin à la fois à la Russie, aux États-Unis et à la civilisation. Donc il comprend ces défenses antimissiles. Les défenses antimissiles sont un gros problème. Il y a d'autres questions de prolifération, mais je suis sûr d'avoir pris beaucoup de temps ici. Celle-ci est vraiment d'une grande importance. Oui, et cela semble très, encore une fois, défense antimissile. Tout cela semble très défensif et non provocateur. Mais même le bouclier de défense antimissile le plus compétent ne serait pas capable d'arrêter réellement une première frappe russe, compte tenu de la quantité d'armes, ou une deuxième frappe. Oui. Mais c'est pourquoi la préoccupation est souvent qu'il est destiné à être une arme offensive, car la meilleure efficacité qu'il aurait serait d'intercepter non pas la première frappe russe, mais la frappe de représailles russe après une première frappe. Donc, encore une fois, tout ce qui survit. Mais j'ai entendu la même chose à Moscou. Une préoccupation majeure est que si les États-Unis disposaient d'un système de défense antimissile puissant, cela pourrait tromper certains dirigeants. S'ils croient avoir la capacité d'exécuter une première frappe, cela ne signifie pas qu'ils le feraient, mais cela créerait une posture plus agressive, la croyance qu'on aurait la domination de l'escalade. C'est-à-dire, on peut intensifier ou escalader le conflit, sachant qu'à un moment donné, les Russes devraient plus ou moins capituler ou se retirer. Et certainement, lorsque nous sommes dans une situation à enjeu élevé comme celle que nous vivons actuellement en Ukraine, si le camp américain croyait avoir un système de défense antimissile fonctionnel, cela pourrait très facilement dégénérer. Je veux dire, nous ne semblons déjà pas craindre les armes nucléaires, et cela pourrait aggraver la situation de manière considérable. Eh bien, si vous voulez avoir un autre aperçu de ma part, ou un point de vue sur pourquoi je pense que les soi-disant experts en politique qui travaillent pour le président sont un groupe de personnes absolument dangereusement ignorantes,
Regardez la réaction du côté américain au déploiement par la Russie de ce système. Il l'appelle Poséidon, ce sous-marin robot sous-marin, qui transporte probablement une ogive nucléaire de 50 ou 100 mégatonnes. Parce que la taille de l'espace à l'intérieur de cette torpille est évidemment suffisamment grande pour ce rendement d'une ogive. Et la raison pour laquelle Poutine a montré cet appareil à tout le monde. Je veux dire, il faut être un imbécile pour croire qu'il était assis là et qu'un caméraman a eu la chance de regarder par-dessus son épaule et que personne ne l'a empêché de le filmer. La raison pour laquelle il a montré cet appareil est qu'il veut que chaque décideur politique américain, peu importe ce qu'il pense des défenses antimissiles, comprenne que les États-Unis et l'Europe occidentale seraient détruits par cette arme sous-marine, où la défense antimissile ne peut jouer aucun rôle si une attaque nucléaire est exécutée contre la Russie. C'est la raison d'être de Poséidon. Si vous voulez faire croire que les Russes sont plus inhumains, ce sont des animaux. Ils ne se soucient pas de la vie comme nous le faisons. Toutes ces absurdités que vous entendez de la part de ces guerriers froids qui sont totalement ignorants de qui sont les Russes. Je veux dire, j'ai des amis en Russie. Je trouve cela insultant. Je suis insulté en tant qu'Américain quand je les entends parler de mes amis russes. Vous savez, c'est incroyable pour moi. Mais c'est pour ça que vous avez Poséidon. Poséidon est là pour dire aux plus ignorants de ces gens que j'ai souffert d'écouter que vous feriez mieux de ne pas faire ça. Parce que si vous le faites, vous allez mourir et votre pays va disparaître, peu importe ce que ces défenses antimissiles peuvent faire. Même si elles fonctionnent aussi bien que vous, dans votre compréhension délirante, pensez qu'elles peuvent. C'est pourquoi Poséidon est là. Je ne pense pas que ce soit un accident du tout. Non, vous avez probablement raison dans cette évaluation. Ma dernière question concernait simplement les perturbations ou menaces à venir. Nous avons parlé dans le passé du projet des États-Unis de déployer ces nouveaux missiles en Allemagne. Maintenant, bien sûr, cela a provoqué une certaine fragmentation au sein de l'alliance de l'OTAN, mais Trump a également fait des commentaires selon lesquels il souhaite réduire les armes nucléaires entre nous, la Russie et la Chine. Cela pourrait ne pas se produire. Mais en l'état actuel, il y a toujours cette proposition selon laquelle les États-Unis devraient déployer ces missiles en Allemagne en 2026. Pensez-vous que cela va toujours de l'avant? Et si oui, quelles seront les principales conséquences et réactions prévisibles, principalement de la part des Russes alors? Eh bien, tout d'abord, c'est en partie la raison pour laquelle je vais en Allemagne pour parler le 24 mars. Et d'ailleurs, je vais retourner en Allemagne autant de fois que les gens voudront m'entendre. Je veux dire, je vais parler partout où les gens voudront m'entendre sur les conséquences pour l'Allemagne si ces armes retournent en Allemagne en 2026. Car la situation reflètera celle de 1983. L'Allemagne sera le point d'ignition d'une guerre nucléaire mondiale qui sera plus probable si ces armes sont mises en Allemagne. Et je vais le dire aussi clairement parce que c'est la vérité. C'est absolument une déclaration précise et honnête de ce qui accompagnera ces déploiements. Maintenant, ma propre supposition, je ne peux que deviner, est que si Trump réussit avec les Russes à normaliser la relation entre la Russie et les États-Unis, et il me semble que jusqu'à présent, l'équipe américaine fait du bon travail dans cette direction. Mais il y a de nombreux problèmes auxquels ils vont devoir faire face, notamment de la part des dirigeants européens, qui sont complètement déconnectés, et de larges parties de l'establishment politique américain, qui sont peut-être autant, voire plus, déconnectés que les dirigeants européens. Donc il a un combat. Il a un grand combat devant lui. Il peut me compter comme un allié là-dessus.
mais je doute qu'ils le fassent. Quoi qu'il en soit, l'une des choses dont les Américains responsables devraient parler est à quoi devraient ressembler les accords de contrôle des armements pendant ce processus de normalisation. Et l'une des choses qui devrait faire partie du processus de normalisation est le rétablissement du traité FNI. Il n'y a aucune raison, si nous allons parler de réduction d'armes stratégiques du type que l'équipe de Poutine a déjà évoqué comme une possibilité, que le traité FNI ne soit pas rétabli avec au moins le même niveau de priorité que les réductions d'armes. Et cela signifie que les États-Unis devraient annuler ce déploiement extrêmement mal avisé, qui est une conséquence de l'imprudence de l'administration Biden. Si vous voulez dire que Biden a été imprudent, voici un exemple. Anthony Blinken et Jake Sullivan, ces personnes, je ne sais pas comment commencer à décrire à quel point ces personnes ont été imprudentes. Je veux dire, je n'ai tout simplement pas de mots pour cela. I just have no words for it. And we need to stop what they. Et nous devons arrêter ce qu'ils ont commencé. Si Trump veut arrêter ce qu'ils ont commencé, le traité INF doit être au moins aussi prioritaire que les réductions d'armes nucléaires. Maintenant, ayant dit cela et critiqué l'establishment américain, permettez-moi de commencer avec mes amis du Bulletin of the Atomic Scientists, qui ne répondent pas à mes appels téléphoniques. Le Bulletin of the Atomic Scientists, qui prétend être préoccupé par les réductions d'armes, n'a rien dit sur l'initiative de Trump. Rien. Au lieu de cela, ils ont publié ces articles idiots sur pourquoi c'est une chose terrible que Trump avance avec ces accords. Ces gens, qui sont les gardiens de cette horloge censée nous indiquer le danger de la guerre nucléaire, n'écoutent personne parce que je ne peux pas les joindre par téléphone. Are not listening to anybody because I can't get a phone call through to them. And I'm angry because I've written for this. Et je suis en colère parce que j'ai écrit pour cette organisation pendant 40 ans. Et si j'ai l'air en colère, c'est que je le suis. Ils ne font pas leur travail. Ils devraient rapporter ce qui se passe dans la tentative de Trump de normaliser les relations avec les Russes. Et ils devraient aussi parler du traité INF. J'espère que certains d'entre eux, ou un membre de leur audience, écoute et va parler à ces personnes en leur disant qu'ils ne font pas leur travail en tant que porteurs responsables de l'horloge nucléaire. Vous devez sortir de votre petit club et commencer à écouter et à réfléchir. Je suis désolé de dire cela. J'espère que vous ne couperez pas cela de notre discussion, car cela doit être entendu aux États-Unis. Bref. Eh bien, je passe beaucoup de temps à m'inquiéter de la rationalité des dirigeants européens, car ils semblent tous penser que nous sommes au milieu d'une rediffusion de la Seconde Guerre mondiale. Chaque discours politique se termine par une référence à Hitler. Ils pensent que les Russes sont le nouvel Hitler. Ils se retrouvent piégés dans leur récit très étrange où ils sont obsédés par le fait que l'Ukraine doit rejoindre l'OTAN parce que la Russie n'oserait jamais attaquer l'OTAN. Et puis, dans la phrase suivante, ils disent « Eh bien, nous devons arrêter la Russie maintenant, parce qu'après l'Ukraine, elle va attaquer l'OTAN. » C'est juste, vous savez, une seconde, les Russes sont en retard, se battant avec des pelles. Le lendemain, ils sont tous puissants et prêts à engloutir toute l'Europe. Je veux dire, c'est juste, vous vous demandez toujours, ces gens sont-ils sincères? Sont-ils mal informés ou sont-ils simplement trompeurs? Je ne suis pas sûr. Espérer la stupidité ou la belligérance, qu'est-ce qui est le mieux? Mais c'est certainement préoccupant que cela se produise. Ils ne sont pas capables de formuler un seul argument sans parler de Hitler. C'est très très préoccupant, surtout maintenant que nous menons une guerre par procuration contre la plus grande puissance nucléaire du monde. Eh bien, laissez-moi vous dire, j'étais assez en colère quand j'ai parlé à l'ONU et que le représentant allemand de l'ONU m'a accusé d'avoir du culot. Vous savez probablement ce que cela signifie.
Le culot, c'est un peu comme vous avez du cran. Vous savez, c'est un terme yiddish pour quelqu'un de culotté. J'ai trouvé cela agaçant, je dirais à l'extrême. Je viens d'une culture juive. D'ailleurs, ma femme est catholique, donc je suis tenu sous contrôle. Et que le représentant allemand utilise ce terme quand on regarde comment Hitler a pris le contrôle de l'Allemagne. Parce que les dirigeants politiques ne savaient pas ce qu'ils faisaient à l'époque et l'ont laissé faire. Did not know what it was doing at the time and allowed him to take. That's the concern about Hitler. C'est la préoccupation concernant Hitler à laquelle les dirigeants européens et allemands actuels devraient réfléchir. Au lieu d'invoquer son nom comme si, après avoir obtenu un pouvoir qu'il n'aurait jamais dû avoir, ils devraient penser à agir maintenant pour éviter de mettre l'Allemagne dans une situation où les mêmes conséquences se produisent à cause de leur mauvaise gouvernance. S'ils veulent évoquer Hitler, ils devraient commencer à y réfléchir. Car l'histoire commence avec sa prise de contrôle du système politique allemand, pas avec ce qui s'est passé ensuite, car il n'y avait plus rien à faire après sa prise de pouvoir. Professeur Postol, vous avez été très généreux avec votre temps. Je tiens donc à vous remercier à nouveau et j'espère que nous pourrons discuter de questions connexes à l'avenir. Merci encore. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant de l'opportunité de discuter avec vous. Il se prend un coup chaque fois que je vous écoute.